Chers amis, bonjour, merci d'être là. L'hiver approche. Et nous voilà donc au début du livre, premier chapitre, l'action humaine consciente. Comme vous le verrez bientôt, j'ai divisé le chapitre en une série de séquences qui correspondent à des paragraphes et ces paragraphes correspondent à des idées. Donc ça vous permettra de suivre dans le texte et d'y revenir et d'avoir une vue plus claire, une vue analytique en tout cas. Après, c'est une question de synthèse et de tirer les conséquences de ce qu'on a étudié. Mais le plus simple pour moi, je pense, c'est de vous proposer quelque chose de très structuré. Donc vous le verrez, titre avec chaque fois une idée et un numéro. 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, etc., etc. Je dirai chaque fois la première phrase du paragraphe, à quoi ça, auquel correspondent. Et comme ça, j'espère qu'on pourra s'y retrouver. Bien sûr, sur chacun de ces paragraphes, sur chacune de ces idées, il y a des choses et des choses et des choses à dire. On va essayer d'aller au plus simple et de comprendre l'essentiel. Ce qui est étonnant tout de même dans la philosophie de la liberté, et ça c'est une réflexion que je me suis faite hier, c'est qu'on donne des exemples d'action et des exemples de motifs d'action. Donc le motif, c'est la cause, si vous voulez, intellectuelle, entre guillemets, qui est à l'origine de l'action, qui provoque l'action. À côté de ça, vous avez le mobile, mais ça c'est encore quelque chose de beaucoup plus obscur qui appartient à la subjectivité de l'être humain, les mobiles inconscients, dans les profondeurs de l'être. Donc on prend des exemples, mais je remarquais en réfléchissant, c'est qu'une action n'apparaît jamais seule, elle est toujours dans un complexe de dizaines d'autres actions qui l'entourent, qui la justifient, qui la préparent. Et les motifs sont d'une complexité inouïe pour l'être humain. Ils s'enchevêtrent, ils rebondissent les uns sur les autres. On ne se trouve jamais en face d'une action dont on peut dire elle est seule dans le monde et je dois choisir A ou B. Non, ça n'existe jamais. Bonjour chers amis. Alors dans la préface de la nouvelle édition de 1918, elle commence par les deux questions fondamentales qui vont servir de base à tout le reste de l'ouvrage. Je vous les lis. C'est très important de les retenir, de les avoir en tête, de les méditer. Il me semble que je l'ai déjà dit. Deux questions primordiales concernant la vie de l'âme dominent cet ouvrage. La première, est-il possible de se former de l'entité humaine une conception pouvant servir de support à tout ce que l'expérience ou la science apporte à l'homme, alors même que ces données ne semblent pouvoir se fonder sur elles-mêmes et que le doute et le jugement critique les relèguent dans le domaine de l'incertitude? C'est la première question. La deuxième question. L'homme, en tant qu'être volontaire, a-t-il le droit de s'attribuer la liberté, ou bien cette liberté n'est-elle qu'une pure illusion due à l'aveuglement de l'homme face aux liens par lesquels la nécessité enchaîne sa volonté, tout comme elle enchaîne les phénomènes naturels? Voilà les deux questions de base. Alors ce qu'on peut dire
tout de suite par rapport à ça, c'est que ce livre a une importance tout à fait particulière pour notre époque, qui est essentiellement basée sur le doute. À notre époque, on doute de tout, et on a raison de douter de tout. Si on ne doute pas, on ne peut pas connaître le monde. Mais la vie fourmille d'exemples dans les médias, sur Facebook. L'être humain se pose la question: qui suis-je, qui puis-je, d'où viens-je? On est amené à douter de tout. Alors, est-ce qu'il est possible de sortir du doute, de trouver à l'intérieur de l'être humain une conception telle qu'on découvre un lieu, un processus, quelque chose qui nous permette de sortir du doute? Dans la deuxième question, l'homme a-t-il le droit de s'attribuer la liberté? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que la liberté est un mot passe-partout qu'on peut appliquer à peu près à tout et n'importe quoi. Ça va depuis la liberté, le code de la route, jusqu'à la liberté de penser, la liberté d'opinion politique, la liberté physique, être emprisonné ou non, être sous une dictature ou une démocratie. Est-ce que la démocratie est le signe d'une plus grande liberté? J'en passe, il y en a des centaines. Donc la question est de savoir qu'est-ce que c'est la liberté. Alors je passe donc au premier chapitre de la première partie qui s'appelle la science de la liberté. Pourquoi la science de la liberté? Ça a l'air très paradoxal. Nous sommes à l'époque de la science, et ça Rudolf Steiner l'a bien senti, Goethe l'a bien senti, d'autres l'ont bien senti. Nous sommes plus précisément à l'époque de l'âme de conscience, où l'homme prend conscience de son propre moi, de son identité, de son individualité, et ça ne va pas sans heurts. Mais je vous rappelle que le livre de Steiner a été écrit, et il le dit, et il le redit. Il n'est pas fait pour des anthroposophes, pour des spiritualistes, pour des bouddhistes, ou pour... il est fait pour tout le monde. Il tient debout tout seul, qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant. Il se pose comme un fondement, comme un édifice à l'entrée d'une ère troublée, et il veut, sans a priori, d'aucune sorte, répondre aux deux questions dont je vous ai parlé. L'action humaine consciente, 1.0, donc premier paragraphe. L'homme dans sa pensée et dans ses actes est-il spirituellement libre ou subit-il la contrainte inflexible des lois de la nature? Là, on est dans la controverse absolue. D'un côté, la nature avec des lois quasiment inflexibles. Une plante ne pousse pas où elle veut, elle ne poussera que dans certaines conditions et selon certaines lois. Les lois de la physique, les lois de la mécanique. La nature nous semble vraiment un monde gouverné par des lois
tellement étrangère à ce que l'être humain a au plus profond de lui. Alors, dans sa partie naturelle, l'être humain, qui lui aussi fait partie de la nature, avec son corps, avec ses organes, etc., est-ce qu'il subit inexorablement les lois de la nature? C'est le problème de la liberté, du libre arbitre et du déterminisme. Et là, je devrais vous faire un petit schéma, mais je le ferai par la suite. Le tout est de savoir, car on est tous bien d'accord qu'on est déterminé dans nos actions. Ce serait stupide de penser le contraire. Et d'ailleurs, même Steiner ne le dit pas. Dans la plupart de nos actions, nous sommes déterminés par des causes intérieures ou des causes extérieures. On va en parler plus en détail. Et donc toute cette lutte avec les adversaires de la liberté et ceux qui, presque dans un élan romantique, disent que l'homme est libre et cherchent par tous les moyens à trouver de fines considérations pour échapper à la détermination de la nature, nous montre qu'il faudrait bien être superficiel pour ne pas ressentir qu'il s'agit là d'un problème fondamental de notre existence. Il intéresse la religion, la vie pratique et la science. Paragraphe 1.1. Parmi les symptômes attristants de la mentalité contemporaine, et ici il va nous citer un texte de Strauss qui est un philosophe, nous n'avons pas à envisager ici la question de la liberté du vouloir humain. Terminé. Toute philosophie digne de ce nom a toujours reconnu que la prétendue liberté de choisir indifféremment entre plusieurs actions est une pure illusion. Et en plus, il ajoute que la valeur morale de la pensée et du vouloir humain ne dépend aucunement de ce problème. En fait, il suffit d'avoir une formation scientifique rudimentaire pour concevoir que la liberté ne peut résider dans un choix arbitraire entre deux actions possibles. On prétend qu'il existe toujours une raison bien déterminée qui nous pousse à accomplir entre plusieurs actions possibles, l'une plutôt que l'autre. Bien. Il faut bien se dire qu'on vit comme ça dans le quotidien. La question est de savoir, au fur et à mesure, la véritable liberté, où elle se situe et qui pose les motifs d'une action. Est-ce que c'est le corps physique avec ses pulsions, ses compulsions? Est-ce que c'est le corps éthérique avec les tempéraments? Est-ce que c'est le corps astral avec le caractère? Ou alors, dans une autre région où se situerait le moi humain, est-ce qu'il n'y aurait pas là un espace de liberté? Alors, je m'excuse, j'ai déjà été trop loin. Petit résumé. En faveur de la liberté, on peut dire qu'il serait possible, par une sorte d'entourloupette, de choisir en toute neutralité, selon sa propre volonté, entre deux options possibles. Et ce qui s'oppose à la liberté, c'est la conception selon laquelle il existe toujours une raison spécifique
pour expliquer pourquoi nous réalisons une action. Voilà, un petit résumé. On continue. Paragraphe 1.2. Voilà qui paraît évident. Ici, il nous parle d'Herbert Spencer, un autre philosophe, porte-parole d'un esprit de plus en plus répandu, et qui dit « Le dogme du libre vouloir implique que chaque individu puisse à son gré désirer ou ne pas désirer. Cette affirmation se trouve réfutée aussi bien par une analyse de la conscience humaine que par les résultats exposés dans notre précédent chapitre sur la psychologie. » Voilà la thèse qui est en général adoptée par ceux qui combattent le libre vouloir. Paragraphe 1.3. Cette thèse est en général adoptée par ceux qui combattent l'idée du libre vouloir. On vient d'en parler. Et toutes ces théories se trouvent en fait déjà en germe chez un autre philosophe bien plus ancien qui s'appelle Spinoza. Et lui, il a une argumentation qui est assez géniale contre l'idée de la liberté. C'est toujours extraordinaire, Spinoza. Et les déterministes, en fait, n'ont fait que la répéter inlassablement en faisant des variations sur le même thème. Mais en fait, quand on regarde bien à l'intérieur de leurs arguments, on retrouve ce que Spinoza disait dans une lettre en 1674. J'appelle libre une chose qui n'existe et n'agit que par la nécessité de sa nature, et contrainte une chose dont l'existence et l'action sont déterminées de manière précise et fixe par un autre facteur. Donc, Dieu, bien que nécessaire, est libre, parce qu'il n'existe que par la nécessité de sa propre nature. Dieu se connaît librement, comme il connaît librement toute chose, parce que la nécessité même de sa nature le pousse à connaître toute chose. Vous voyez donc que je ne place pas la liberté dans une libre décision, mais dans une libre nécessité. Voilà. Donc, là il parle de Dieu évidemment, mais si on place ça dans l'humain, on pourrait dire que si on agit selon sa propre nature, il faut se dire qu'on n'est pas libre. Parce que c'est Dieu qui nous a créés, qui a créé les lois qui nous font fonctionner, qui nous font agir, comme il a créé aussi les lois de la nature. Donc lui seul, en fait, qui est le premier moteur de toute chose, et qui est parfait, en agissant selon sa propre nature, il exprime sa liberté. Alors il donne, par rapport à l'être humain, il donne l'exemple d'une pierre qui roule. D'abord il y a la pierre, et puis il faut une cause extérieure qui la met en mouvement. Une fois que la pierre est en mouvement, elle avance toute seule, et imaginons maintenant à un certain moment, la pierre est occupée à dévaler une pente, et elle se réveille, et elle se dit « Oh, c'est merveilleux, qu'est-ce que je me sens bien d'aller dans cette direction ?» ou dans une autre. Et elle pourrait penser, en fait, qu'elle est libre, qu'elle poursuit son mouvement parce qu'elle le désire. Mais en fait, c'est faux, parce que quelqu'un l'a mis en mouvement selon certaines lois, selon certaines règles. Et en fait, telle est précisément cette liberté humaine que tous prétendent posséder
et qui consiste seulement en ceci: les hommes sont conscients de leurs désirs, mais ignorent les causes qui les déterminent. L'erreur dans le raisonnement est facile à découvrir. C'est que Spinoza, comme tous ses successeurs, oublie que l'homme peut être conscient non seulement de ses actes, mais aussi des mobiles qui les dirigent. C'est évident qu'on sait bien que le petit enfant n'est pas libre lorsqu'il veut téter au sein de sa mère, et que l'ivrogne n'est pas libre lorsqu'il recherche sa bouteille. Mais il y a une distinction et quelque chose d'important à voir là-dedans, c'est que il faut bien faire la distinction entre l'homme qui connaît les raisons de ses actes de celui qui ne les connaît pas. Il y a une question de niveau là. Si je ne connais pas le motif de mes actions, j'agis. Est-ce que je suis le même homme que celui qui connaît les motifs de son action? Ça ne signifie pas que je suis libre, mais ce sont deux hommes différents dont je parle. Un qui connaît et un qui ne connaît pas. Et pourtant, dit Steiner, les adversaires du libre arbitre n'ont jamais cherché à savoir si un motif d'action, une fois connu à fond, exerce sur moi la même contrainte que le processus organique sous l'influence duquel un enfant réclame son lait. Donc la question est non seulement de devenir conscient des motifs, mais se demander si, à partir du moment où on est conscient des motifs, est-ce que ces motifs exercent la même contrainte? C'est une question de contrainte. Je peux avoir un idéal très élevé, mais si cet idéal me contraint à faire quelque chose, est-ce que je suis encore en passe de devenir un homme libre? En fait, dès à présent, il faut voir la liberté plutôt comme un dynamisme. Il n'y a pas de définition possible à ce stade-ci de la liberté, mais plutôt d'y voir comme un dynamisme. Toutes les actions humaines ne sont pas égales. Tous les motifs humains ne sont pas égaux. Et là, il y a un élément très important que Steiner a introduit, c'est l'idée de la conscience de. Est-ce que je peux élever ma conscience? Est-ce que la contrainte restera la même? Ou est-ce qu'il y a une région de l'être où cette contrainte disparaît? Une région, je dirais, créatrice, qui partirait d'une sorte de néant pour trouver l'impulsion de l'action. C'est tout ça qui est en germe dans ce premier chapitre, parce que ce premier chapitre, on pourrait vite le considérer comme une simple dissertation sur le libre arbitre et le déterminisme. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais il introduit des notions déjà capitales, comme les niveaux de conscience, comme les différences entre les actions. Il va en parler juste un peu plus tard. Un diplomate qui doit discuter d'une situation politique, est-ce que c'est la même action placée sous les mêmes contraintes qu'un ivrogne qui cherche sa bouteille pour
boire. C'est là que dans la suite du livre, la suite du chapitre, il va nous poser quelques questions vraiment capitales.